Pourquoi la situation sécuritaire continue de se dégrader à l'est du pays malgré les efforts des autorités congolaises? Pourquoi les M23 occupent progressivement les zones riches en minerais? Le débat au féminin en parle ce samedi avec Jeannette Mapera, députée nationale, élue de Lubero et vice-présidente du caucus des députés du Nord Kivu. Le débat au féminin tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22. Fidèles auditrices auditeurs de Top Congo FM, merci de rester branchés au programme de votre radio et surtout, bienvenue à ce nouveau numéro du débat au féminin. Vous le savez, le débat au féminin, c'est votre magazine que vous retrouvez tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h30. Pour ce nouveau numéro, nous recevons Madame Jeannette Mapera, députée nationale, élue de Lubero. Elle est également vice-présidente du caucus des députés élus de la province du Nord Kivu. Ensemble avec elle, nous allons parler de la situation sécuritaire qui continue de se dégrader à l'est du pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu. Nous parlerons également de la situation humanitaire de toutes ces personnes qui sont en train de fuir les atrocités. Elle a accompagné une fois la délégation du gouvernement aller assister ces déplacés de guerre. Nous ne manquerons pas de dire un mot avec elle sur la situation de toutes ces personnes, de ces élèves dans ces partis, mais aussi de l'identification, enrôlement des électeurs dans un contexte tout à fait particulier, marqué par l'insécurité. Madame Jeannette Mapera, bienvenue dans notre studio et bonjour. Bonjour. Alors, madame, quelle évaluation faites-vous de la situation sécuritaire aujourd'hui dans la partie est du pays, particulièrement dans le Nord Kivu? La situation sécuritaire, elle reste catastrophique. Elle reste catastrophique. Je ne sais pas si je pourrais l'évaluer et si vraiment c'est à moi de l'évaluer. Néanmoins, je pourrais dire que la situation telle que vous la vivez, telle que vous la connaissez, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça fera plus de 25 ans que le Nord Kivu est sous guerre. Il y a aujourd'hui des jeunes garçons, des jeunes filles, des jeunes gens qui n'ont vécu que sous la guerre. Nés sous la guerre, grandis sous la guerre. Donc la mentalité, elle est devenue comme ça. Et aujourd'hui, je pourrais dire que cette jeunesse-là, elle est presque sacrifiée parce qu'elle n'a jamais connu de paix. Il y en a pas qui n'ont pas bien étudié aussi dans le cursus scolaire perturbé. Parce que je vais vous annoncer que lorsqu'il y a crépitement des balles, tout le monde fuit. Cette jeunesse-là, elle a passé la plus grande partie de sa vie en brousse. Donc, on peut parler d'une année ou 2 ans d'accalmie. Et après, c'est la guerre qui revient. Et la guerre nous revient, elle vient toujours de nos pays voisins. Le Rwanda, parce qu'on l'a déjà dit plus d'une fois. Le Rwanda, qui n'est jamais satisfait, l'Ouganda aussi, le Burundi un peu, mais vraiment, l'épicentre de tout cela, c'est le Rwanda. Et je vais vous dire que depuis que la RDC avait accepté d'accueillir la cohorte de réfugiés rwandais après le génocide de Tutsi au Rwanda, en tout cas, la partie Est n'a jamais connu de paix. Ces gens-là étaient venus avec armes, munitions, avec bétail. Plus de 2 millions de personnes se sont déversées à l'Est, au Nord Kivu et au Sud Kivu, mais plus au Nord Kivu. C'est depuis là que ce pays n'a jamais connu, cette partie du pays n'a jamais connu de paix. Je ne vais pas revenir à ce qui s'est passé en 1996 avec l'entrée de l'AFDL, parce qu'en 2028, nous avons fait la conférence sur la paix. 2008. Nous avons d'abord fait la conférence sur la paix au Nord Kivu. Et après cette conférence, on a intégré toutes les forces négatives.
les Maï-Maï, toutes les sortes de Maï-Maï, on les a intégrés à l'armée. Et puis, les forces qui appartenaient au mouvement rebelle, je vais dire, on avait intégré les forces de l'AFDL, on a intégré les forces du MLC, on a intégré les forces du RCD, on a intégré tout ce monde-là au nom de la paix. Est-ce que ça n'a pas fragilisé l'armée? Ça a fragilisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes avec notre armée, parce que nous y avons fourré tout. Quand on y met les forces qui sont venues avec l'AFDL, là-dedans, il y avait plus de Rwandais. On ne les a pas triés. Ils sont entrés et sont incrustés. En 2010-2011, le CNDP revient. Le CNDP se crée. En fait, le Rwanda crée le CNDP. Tout ça pour fragiliser notre pays. Pendant qu'on avait déjà intégré toutes les forces de l'AFDL, qui avaient à son sein beaucoup de Rwandais, ont été intégrés. Mais malgré cela, le CNDP naît des cendres de l'AFDL. Et vraiment, on a connu presque 3 ans de guerre, pas d'école, l'insécurité, les gens qui meurent tout le temps. Et encore une fois, après, on a eu des accords dans le pays des Grands Lacs. On a demandé à la RDC d'intégrer les forces de CNDP. Une fois de plus, des rebelles dans l'armée. On a intégré les forces de CNDP dans l'armée. Le CNDP fait semblant de mourir, au fait, parce qu'ils étaient déjà intégrés et on leur a donné beaucoup de choses qu'ils avaient exigées. L'armée, prendre des postes dans les services de sécurité, prendre les postes au gouvernement, tout ça, on leur a donné. Ils ont fait semblant. Je crois au bout de 2 ans, le M23, ancienne version, naît des cendres du CNDP. Toujours en provenance du Rwanda. C'est l'histoire qui se répète. Oui. Le M23 arrive avec sa cohorte de morts, de déplacements, de tueries, de famines. Donc, encore une fois, les gens du Nord Kivu, les gens du Sud Kivu n'ont pas connu de répit, toujours en brousse. Les enfants qui n'étudient pas, les hôpitaux pillés, donc le malheur à 100%. Là, pour une fois, la MONUSCO avait quand même joué son rôle. Ensemble avec le FARDC, ils ont pu arrêter net le M23. On les a vaincus, ils sont repartis. Les résidus... Avec le Mamadou Ndala. Oui. Les Rwandais qui étaient là-dedans, la plupart sont repartis chez eux. Et il y en a qui sont restés au pays sous prétexte qu'ils sont Congolais. Bon, on n'a pas eu le temps de vérifier la congolité de tout un chacun. Ils sont restés. Et voilà qu'aujourd'hui, le M23 renaît. Il revient. Le M23 qui était jadis vaincu. Quelles sont les revendications finalement du M23 aujourd'hui? En tout cas, ce sont des revendications qui changent, sont dynamiques. Au départ, je crois que vous suiviez avec nous tous les déclarations du porte-parole du M23 qui disait qu'ils revenaient en force parce qu'ils avaient eu des accords avec le chef de l'État qui avait promis de les intégrer au sein de FARDC, qu'on devait leur donner une brigade, qu'on devait leur donner des postes, beaucoup, c'est qu'ils ont toujours revendiqué. Hein. Et au début, c'était ça, quand ils ont commencé le mouvement à Bunagana. Et sous prétexte qu'ils n'ont pas été intégrés dans l'armée, n'ont pas eu de poste, ils ont tué les gens Bunagana, ils ont pris Bunagana, qui est le poste frontalier, avec l'Ouganda. Même pas avec le Rwanda, mais avec l'Ouganda. Mais en complicité avec les Ougandais, ils sont entrés à Bunagana, ils ont pris Bunagana. Alors, après avoir pris Bunagana, ils ont constaté que c'était des revendications fallacieuses, que personne ne pouvait tuer ses propres frères, personne ne devait attaquer son pays, tout simplement parce qu'il n'a pas été intégré dans l'armée de ce pays-là. Il y a des mécanismes qui devaient être suivis. Au début, quand ils ont pris une grande partie des Rutshuru, ils ont changé de revendications.
Maintenant, c'était que on était en train de tuer des Tutsis. Est-ce que vraiment il y a des Tutsis qui sont victimes de génocide au Nord Kivu? Non. Le génocide des Tutsis s'est passé au Rwanda. Pendant ce temps, les Tutsis congolais étaient calmes, ce qui était. Et jusqu'aujourd'hui, il y a quand même des Tutsis congolais. Mais oui, il y a des Tutsis congolais. La preuve, nous avons des députés Tutsis. Nous avons des sénateurs Tutsis. Nous avons un ministre Tutsi. Ils sont dans les institutions. C'est-à-dire que, quelque part, ils sont reconnus par la République comme des Congolais. Ce sont des Congolais. Mais alors, quel prétexte des Congolais vont se battre contre leur propre pays pour protéger d'autres Congolais qui sont au Congo? La RDC n'est pas un pays composé finalement des minorités, 450 tribus. Est-ce qu'il y a une seule tribu majoritaire au Congo? Chaque tribu, c'est une minorité. Chaque tribu, c'est une minorité. Aujourd'hui, je vais vous parler au Nord Kivu, parce que c'est le Nord Kivu que je maîtrise. Il y a les Hundés. Les Hundés sont plus minoritaires que les Tutsis. Pourquoi on ne parle pas d'eux? Pourquoi ils ne se lèvent pas? Parce que pour eux, ils sont Congolais à part entière. S'il y a des problèmes, ils s'adressent au gouvernement de la RDC pour leur protection ou pour faire les revendications au sein. Ils sont dans quel territoire, les Hundés? De Massissi. Les Hundés sont à Massissi. Ils sont minoritaires. Mais qu'on nous parle toujours de la minorité qui est génocidée. Aujourd'hui, je peux vous dire que ce sont les Nandés qui sont génocidés. Parce que depuis 2014, les Nandés sont en train de mourir, d'être égorgés comme des bêtes. Beni, Irumu, Mambasa, Butembo, la périphérie de Butembo. Pourquoi? Là, au début, on ne savait pas qui faisait l'affaire. Parce qu'on disait les ADF. En réalité, les ADF, la version de rebelles, quand Museveni avait pris le pouvoir, ils n'existaient plus. Ils sont tous répartis en Ouganda. Mais qui sont là aujourd'hui que nous appelons ADF? À la fin, nous avons fini par découvrir que c'est une partie, c'est une branche du M23 qui était déjà de ce côté-là en train d'égorger les populations civiles. Est-ce qu'il s'agit de ces personnes qui se déplaçaient à un moment, on signalait des mouvements suspects, des personnes quittant la partie vers les Rutshuru pour aller vers Beni? Est-ce que ces personnes-là, ce sont celles-là aujourd'hui qui se font appeler DF? Oui, une partie. Parce que, au fait, ces personnes-là ne venaient pas de Rutshuru. Ils ne venaient pas de Massissi, non. Ils venaient du Rwanda. Ils venaient du Rwanda et ils passaient sous prétexte qu'ils vont chercher les espaces arables. Il n'y a pas chez eux. En Ituri, et puis, chemin faisant, ils s'arrêtaient à Beni et commençaient à égorger les gens. Au fait, les égorgements, les tueries des Nandés a commencé avec ces mouvements-là, dont une partie venait directement de l'Ouganda par Nobili et Daliwatalinga. Donc là, c'est vraiment une frontière, il n'y a qu'un petit pont, ils passent et ils faisaient mouvement ils quittaient le Rwanda, ils entrent en Ouganda et de là, ils entrent au Congo par Nobili, la frontière Nobili. Mais tout ça, c'est dans le Béni. Et c'est avec ces mouvements-là que les égorgements ont commencé, qu'on a commencé à tuer les gens dans les champs, exporter frauduleusement les cacao de tous ces gens-là. Donc, on peut parler d'une guerre économique, le Nord Kivu. Moi, je pense que c'est plus une guerre économique que tout. Parce qu'aujourd'hui, on était en train de parler de revendications. J'étais au niveau de dire que la deuxième revendication, c'était sous prétexte qu'on venait protéger les Tutsis et qu'ils venaient poursuivre les FDLR. Les FDLR ne sont plus au Congo. Disons la version là, parce qu'en 1994, quand ils sont venus, les gens qui faisaient les FDLR avaient plus de 30 ans, 25 ans. Maintenant, 25 ans après, 30 ans, est-ce qu'ils sont encore en âge? Non, ils se sont mués là-bas, ils font leur champ, les résidus. Mais le gros des FDLR, tous ces FDLR sont déjà rentrés au Rwanda. Mais le président Kagame, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il y a un retourné, comme on les appelle, il rentre au Rwanda. S'il estime que tu es encore fort et que tu peux travailler, il te donne l'argent et une arme. Il te dit, retourne là-bas parce que nous,
Nous sommes trop nombreux au Rwanda. Nous devons récupérer des terres là-bas. Nous devons prendre les minéraux là-bas. Nous devons prendre... Donc, il faut insécuriser le Nord Kivu pour que le Rwanda se développe. Les Tutsis ne sont pas en insécurité. Non, ce n'est pas vrai. Parce que nous vivons avec eux. Nous vivons avec nos frères Tutsis sans problème. Et c'est lui qui est en train de fragiliser l'ethnie Tutsi. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les autres tribus commencent à se dire... mal vus. Oui, les autres Congolais commencent à se dire, surtout dans les Massissi et à Rutshuru, mais ces gens sont nos frères. Pourquoi est-ce que le président Kagame vient que pour protéger une seule tribu? Pourquoi il ne peut pas protéger les Hutus? Pourquoi il ne peut pas protéger les Nyanga, les Houndé, tout ce monde-là? Il protège qu'une seule tribu. Alors, quand il a trouvé que cette histoire-là ne collait pas, parce que les Hutus ont fait une déclaration pour dire non, c'est pas vrai. Nous, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous sécuriser. Nous avons les FARDC et les services de sécurité. Il a quitté ces gens-là, il a dit, bon, moi, c'est les Tutsis. Ceux-là aussi, ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils disent, mais tu es en train de nous mettre à porte-à-faux avec les autres tribus, alors que nous n'avons pas de problème ici. Quand il a vu que ça ne marchait pas, aujourd'hui, il se bat pour récupérer les minéraux de Massissi. Il a commencé par, quand on a tué les gens à Kishiché, vous avez suivi, oui. C'est parce que là-bas, il y a une grande carrière minière qui produit des minéraux très rares. Il a déjà pris là-bas et on nous dit qu'il a déjà commencé à extraire là-bas à Kishiché pour amener au Rwanda. Maintenant, il se bat. Là-bas, il y a le pyrochlore, donc il y a un minerai très rare. Et aussi le coltan, un peu, beaucoup de minéraux. Maintenant, il se bat pour récupérer la mine de Rubaya. Là, c'est vraiment l'aubaine. Donc, il paraîtrait que c'est les 80% de coltan mondial. Donc, dès qu'il aura pris là-bas, il a pris Kishiché, il va aller vers Walikale avec la mine de Bissié. Alors, mais avec tout ce que vous êtes en train de dire là, est-ce qu'on peut croire aux accords qui sont signés? On peut croire aux retombées des différentes échanges pour parler qui ont eu entre la RDC, le Rwanda, on a eu Luanda, il y a tout ce qu'il y a eu là. Est-ce que vraiment on peut s'attendre au retrait de M23 quand vous parlez de tous ces objectifs qui sont en train de poursuivre? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de M23, il y a le Rwanda. La RDC a en face d'elle le Rwanda. Que faire alors pour que ça s'arrête finalement? Cette histoire de dire qu'il y a eu des accords, en fait, les accords n'engagent que ceux qui y croient, parce que Kagame ne croit pas à ces accords-là. Lui, il dit, je ne me bats pas. C'est le M23. Mais le M23, il est où? Quand vous voyez les tenues militaires, des gens qui se battent, quand vous voyez les armes, l'armement, vous aviez suivi le secrétaire général Guterres des Nations Unies, qui disait que le M23 est plus armé que même un pays. Un pays organisé militaire, bien organisé militairement. Le M23, qui était déjà vaincu en 2013, où est-ce qu'il a trouvé ces armes, cet armement sophistiqué? Mais lorsqu'il y a des militaires qui tombent, les armes, on trouve qu'ils sont estampillés Rwanda. Et les tenues militaires, ce sont des tenues militaires estampillées Rwanda. Mais vous êtes vice-présidente du caucus des élus du Nord Kivu. Au niveau de votre caucus, qu'est-ce que vous menez comme plaidoyer finalement pour que la paix revienne? Parce que ça fait quand même beaucoup de sang qui coule dans cette partie du pays. Madame, nous sommes le caucus des députés du Nord Kivu. Nous sommes des députés. Notre travail est connu. Nous ne sommes pas armés. Nous ne savons pas tirer. Nous n'avons pas un armement. Lorsque nous faisons le plaidoyer, nous allons chez le chef de l'État. Nous avons été chez le chef de l'État peut-être plus de 20 fois pour faire ce plaidoyer. Nous avons été avec le Premier ministre plusieurs fois, le chef d'état-major général des FARDC, plusieurs fois le ministre de la Défense, plusieurs fois. Mais l'organisation militaire, ce n'est pas nous. Lorsque le chef d'état-major général, par exemple, nous dit
Mais nous sommes entrés, maintenant là, ils ont un terme là, monter en puissance. Bon, comment voulez-vous que nous, on ne croit pas qu'ils ont vraiment monté en puissance? Bon, nous, ce qui est là, nous devons faire le plaidoyer auprès de l'exécutif. C'est ce que nous faisons. Lorsque le M23 est réapparu, nous étions en train d'évaluer l'état de siège. Où est-ce qu'on en est finalement avec cet état de siège? Parce que nous avons constaté qu'à un moment donné, l'état de siège n'avait plus sa raison d'être. Parce que, au fait, quand l'état de siège avait été déclaré par le chef de l'État, il y croyait, c'était vraiment de bonne foi, et il était sûr que c'est bien, c'est ce qu'il devait faire, parce que c'est constitutionnel, et il croyait en son armée. Nous tous, on l'a soutenu. On s'est dit, bon, si c'est ça la solution, nous allons les soutenir. Un mois après, nous avons constaté que de 13 groupes armés qui existaient au nord Kivu avant l'état de siège, on était passé à plus de 30. Donc, ils sont on ne sait pas par quel mécanisme, même les groupes armés dormants ou morts, ils se sont réveillés et ils ont commencé les exactions. Les exactions, c'est sur la population. Et pendant ce temps, est-ce que ces groupes armés n'ont pas des complices au sein même de nos forces armées? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi protégés par les populations des milieux dans lesquels ils évoluent? Bon, je peux dire que certains, quelques-uns de nos militaires, au fait, ils sont tombés là-dedans. On en a arrêté quelques-uns. Oui, on en a arrêté ici, nous avons vu, et on en a rappelé certains ici, parce qu'à un moment donné, c'était devenu trop flagrant. Donc, la troupe est sur le front de bataille, mais certains officiers en train de faire de business. Et même les chefs de l'État en avaient parlé. Donc, plusieurs fois dans vos déclarations, vous avez également dénoncé cela. Oui, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je déclare pendant que les autres, on nous dit que ce sont les députés qui sont dans les groupes armés, et c'était une stratégie militaire pour nous boucher la bouche. Mais nous, on ne l'a pas fermé, parce que nous avons documenté ces business-là. Nous savons qui fait quoi. Nous avons donné les noms. Nous avons même donné les partenaires de ces militaires. Mais qu'est-ce qui a été fait de ce rapport? Pardon? De ce rapport documenté des militaires bon, dans les on business. en a rapatrié certains. Et il y en a qui sont en prison. Et il y en a qui sont encore en train de... Déjà jugés, ceux qui sont... Ceux qui sont ici, il y en a... Non, je ne sais pas comment ça se passe dans l'armée. Mais nous, on a fait notre travail parce que quand même, ils sont venus. Et nous savons qu'il y en a d'autres encore sur le terrain qui sont en train de faire du business sérieusement. Nous, on avait dit, faites un audit quand même. Demandez aux militaires, ils ont quel solde? Ils ont quel solde pour construire des immeubles, pour s'acheter des gros cylindrés, pour envoyer les enfants aux États-Unis, pour faire ceci. Bon, nous ne savons pas. Nous avons fait notre travail et il était question à l'exécutif de faire le sien. Il était aussi question au judiciaire de faire son travail. Donc, voilà un peu comment les choses sont en train de s'alisser là-bas. Faire l'évaluation, je ne sais pas comment, par où je vais commencer. Ça va de pair également avec la situation humanitaire aujourd'hui. Voilà. Vous avez été là pour voir se déplacer. Dans quelles conditions ces personnes vivent? Je viens encore de là. Donc, aujourd'hui, le M23 avance. Il nous a récupéré Kichanga, qui est vraiment une ville stratégique avant Goma. Et Kichanga est toujours sous occupation M23. Aujourd'hui, ce matin, ils sont en train de se battre à Mushaki. Mushaki, c'est vraiment le dernier verrou pour arriver à la grande mine dont je venais de vous parler, de Rubaya. Et quand ils arrivent là-bas, ils peuvent même s'asseoir et dire, bon, on n'a pas besoin de Goma, nous sommes déjà assis sur les minéraux. Ça veut dire, à vous entendre, les cibles du M23, c'est des zones à exploiter. Oui, c'est ça. C'est une guerre économique, il faut qu'on se le dise et qu'on cesse de raconter les choses. C'est une guerre économique.
Je vous ai dit en qui profite ici, finalement de ces minerais exploités au Rwanda, parce que la complicité de la communauté internationale plébiscite le Rwanda comme le modèle économique, c'est parce que les multinationales de la communauté internationale se sont installées au Rwanda. Achètent des minerais que le Rwanda n'a pas. Ils achètent le minerai. Moi, je suis à Goma presque 2 fois par mois. Je sais que ces multinationales-là, ils disent aux Rwandais, ces gens, allez nous chercher les minerais, faites-les parvenir ici au Rwanda, nous on va acheter. Donc, les gens partent par tous les moyens, allez nous prendre des minerais. Oui, justement. C'est pour ça que moi je vais dire, ils ont raison, ceux qui disent que finalement les minerais du Nord Kivu sont des minerais du sang. Parce qu'ils tuent dans les mines là-bas, si vous y allez. Les petits enfants de 10, 11, 14 ans sont tués à bout portant parce qu'on doit lui ravir peut-être quelques cailloux qu'il a ramenés par ici. Les femmes sont là-bas dans les mines violées comme pas possible. On vous dira par jour, 40 femmes ont été violées. Est-ce qu'à Kinshasa, on se fait vraiment une idée réelle de la situation? Nous crions, nous parlons, nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Mais quelqu'un disait que le chef de l'État, il est en train de faire de son mieux. Il est en train de faire de son mieux. Au fait, aujourd'hui, notre armée est bien outillée. Mais ce n'est pas le chef de l'État qui va être sur le front. Donc, il fait de son mieux. On ne comprend pas ce qui se passe là-bas. Ça devient une nébuleuse. On ne sait pas comment s'en sortir. Parce que quand vous les voyez avancer, parce que vous m'avez dit d'évaluer, on dirait que devant eux, il y a des gens qui indiquent que voilà, nous sommes là, ça va se passer comme ça. Je ne sais pas si vous avez suivi que à Mouchak, au fait, ce sont des fermes, hein, donc ce sont des fermes avec beaucoup de vaches. On fabrique là-bas tout, hein, fromage, les cahiers, on emballe même le lait. Le M23 était déjà dans ces fermes-là. Et ils ont commencé quand pour aller au combat. Ils portent les habits de bouvier. Est-ce qu'il n'y a pas de complicité au sein même de la population aussi? Il y en a. Franchement, je vais vous dire qu'il y en a. Surtout à Massissi là-bas. Les bouviers qui sont plutôt des M23. Et ils se cachent sous les vaches. Ils se cachent sous les vaches. Ils avancent comme ça sous les vaches jusqu'à aller attaquer nos forces. Mais puisqu'on connaît quand même un peu toutes ces stratégies, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il y a la force de l'EAC qui est là. Oui. Est-ce que cette force fait quand même le travail qu'on attend d'elle? Moi, je ne sais pas quel est le travail. Parce qu'il y a eu des manifestations pour exiger le départ de cette force. C'est bien dit dans la résolution, quand on les a invités. C'était pour intervenir avec la force au cas où le M23 ne respectait pas les résolutions de Luanda. Est-ce qu'ils vont au front? Ils ont déjà attaqué? Non. Justement, c'est pour ça que la population a manifesté. Ils sont là comme la MONUSCO, en train de faire des parades, en train de ils observent plus que... Je ne sais même pas s'ils ont le temps d'observer, parce qu'ils sont à Goma. À Goma. Tous sont à Goma. En tout cas, ils sont à Goma. Parce que le M23, c'est toute une force du Rwanda. C'est la force armée du Rwanda. Et l'EAC amène 900 militaires. Et ils disent, nous attendons qu'on soit lotis en armement. 900 lotis en armement. Donc, ils n'ont pas amené les armes. Est-ce que cette force va vraiment atteindre ses objectifs? Franchement, il ne faut jamais vouloir sous-traiter sa sécurité par d'autres pays. Vous avez suivi le président de Burundi qui a dit aux Congolais, il dit, vous pouvez, c'est comme dans une maison où 2 enfants sont en train de se battre pour une orange, ils doivent se partager une orange. Ils ne parviennent pas à partager équitablement cette orange. Et ils appellent le voisin pour venir les aider à partager l'orange. Alors que ce voisin a aussi besoin de cette orange-là. Bon, maintenant, vous voyez un peu,
Il a dit, vous êtes de grandes personnes, vous avez compris. Les Congolais, vous devez vous battre pour votre propre sécurité. Vous devez vous battre pour sécuriser votre pays. Et l'intégrité de votre pays, c'est votre affaire à vous, les Congolais. S'il y a des recommandations, avant de passer au deuxième dossier sur l'enrôlement, s'il y a des recommandations pour que la sécurité revienne à l'est du pays, qu'est-ce qu'il faut pour peut-être revenir un peu en arrière? Il y a eu quelques arrestations qui ont été signalées du côté de Beni, des arrestations de quelques chefs des EDF. Est-ce que ces personnes-là ont déjà été jugées? Je ne sais pas. Souvent, à Beni, on arrête, c'est pas la première fois, on arrête les ADF, on les emprisonne, ils ne sont pas jugés, ils passent beaucoup de temps là-bas, jusqu'à ce que d'autres ADF viennent ouvrir la prison et les fassent évader. Donc, comme je vous disais... C'est un cercle vicieux. Oui, c'est vraiment une nébuleuse, on ne sait pas finalement qui est qui fait quoi. Les maïmaï de chez vous à Lubero, on entend de plus en plus parler de... Les maïmaï de Lubero, en tout cas, Lubero, ça fait plus de quelques années que la paix s'est installée. Parce que les maïmaï se sont alliés, enfin, ils se sont rendus au FARDC. Et le reste qui était là, ils ont signé un pacte de paix. Que chacun reste chez lui. Et chacun contrôle chez lui. Contrôle chez lui, mais est-ce qu'il y a l'autorité de l'État dans ces zones-là contrôlées par les Maïmaï? Bon, franchement, non. C'est eux qui dirigent là-bas, ils font la palabre, ils jugent, ils donnent les terres. Ça veut dire c'est des petits États dans la grande RDC. Ils font payer les taxes. C'est eux les rois là-bas. Donc... Pour la paix sociale, on accepte. En Lubero, on s'était dit, écoutez, gardez le calme là-bas, en attendant que le gouvernement central décide de venir instaurer l'autorité de l'État. Est-ce que chercher à instaurer l'autorité de l'État là-bas ne donnerait pas lieu à une autre guerre, non? Non. Parce que, comme je vous ai dit, les Maïmaï, les grands, ceux qui sont à Lubero, ils ont déjà fait allégeance au FARDC. Alors, comme je ne voudrais pas parler des effectifs des FARDC, vous allez constater que de ces côtés-là, les effectifs ne sont pas ce qu'il faut. Sont pas nombreux. Alors, les gens qui sont dans la brousse, les Maïma, ils ont décidé de faire la paix des braves, de laisser la population calme et aller vaquer à leurs occupations dans les champs, quitte à leur donner un peu parce qu'ils doivent vivre. Mais même moi, quand je suis là, je n'ai plus besoin d'avoir un militaire à mes côtés ou un policier. Je pars, je leur dis, écoutez, je vais quitter, je serai vers chez vous. Et ils font tout pour me sécuriser. Parce que... Donc, il faut collaborer avec eux. On n'a pas de choix. Ou vous allez chez eux, parce qu'ils ont déjà collaboré avec le gouvernement. Donc, ils sont du bon côté. Et ils sont du bon côté. Donc, voilà. Quelques recommandations pour en finir avec ce chapitre. Moi, la grande recommandation pour que la paix revienne, c'est notre armée. Nous n'avons pas d'autre choix. Parce que nous ne pouvons pas sous-traiter notre sécurité. Je crois que nous... On l'a fait plus d'une fois, appel aux autres, mais ça n'a pas marché. Même la MONUSCO, ça n'a pas marché. Alors, moi, je pense que ce que le chef de l'État est en train de faire, les recrutements, c'est très bien. Nous devons former une armée républicaine. Nous ne pouvons pas compter sur cette armée de mixage, brassage, ainsi de suite, où il y a toutes les nationalités au sein de nos FARDC. Nous devons former notre armée. La loi sur la programmation militaire a déjà été votée, je crois aussi promulguée par le chef de l'État. Nous avons donné suffisamment de moyens à l'armée. Je crois que nous devons améliorer les conditions de vie de nos militaires. Au front et même... Au front et même pour ceux qui acceptent d'être recrutés. Il ne faut pas qu'ils fuient, il faut qu'ils restent et qu'ils aient de bonnes conditions. Nous devons ouvrir notre coopération militaire. Nous avons la preuve que ceux qui disaient être nos amis et qui coopéraient avec nous militairement, au fait, ils nous ont lâchés.
Nous sommes en train de nous battre seuls contre tous, parce que tous sont maintenant du côté de Rwanda pour profiter de la prédation du Rwanda. C'est ça. Ils trouvent que c'est plus facile de prendre nos minéraux au Rwanda, nos minéraux volés au Rwanda, que de venir traiter avec nous. Et vous avez suivi, ils ont donné 20 millions de dollars au Rwanda en pleine guerre contre la RDC. Ils ont dit 20 millions pour la coopération militaire. Combien ils ont donné à la RDC? Donc, armer le Rwanda contre nous, nous devons ouvrir notre coopération militaire. Si l'Ouest ne nous arrange plus, eh bien, l'Orient à l'Est, pourquoi pas? Pourvu que nous soyons en mesure de sécuriser la nation. Une autre chose, tous ces minéraux-là dont je suis en train de vous parler, pour fabriquer les bombes, pour fabriquer les fusées, viennent de chez nous. Moi, j'ai toujours dit, nous devons renforcer notre recherche scientifique. Comment pouvons-nous avoir 9 voisins, 9 frontières? Tous sont en train de lorgner de notre côté. Et nous ne fabriquons même pas une cartouche. C'est pas normal. Nous devons, à l'instar de Musée Laurent Désiré Kabila, nous devons commencer à fabriquer nos propres armes. Comme nous sommes en train de former une jeunesse militaire, nous devons maintenant orienter notre recherche scientifique vers la fabrication de notre propre armement. Nous avons souffert ici de l'embargo. Mais si nous avions notre propre fabrication d'armes. Il y a un monsieur que j'ai rencontré, il a dit avoir travaillé avec Musée Laurent Désiré Kabila dans la fabrication même. Oui, et lorsqu'il a fabriqué ces armes-là, il voulait les essayer au Rwanda. Mais ça a quand même tué des gens. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas recommencer là où il s'était arrêté, comme il est décédé, pour fabriquer notre propre... Il y en a un autre qui est vivant, il est aujourd'hui coordonnateur du PNRST. Il a également travaillé dans ce Voilà le genre de personnes que la République doit recruter, travailler avec eux. Nous ne sommes pas obligés de suivre tout ce que la communauté internationale nous dit. Pour vous, la diplomatie a échoué? La diplomatie, paraît-il qu'elle n'échoue jamais. On continue. On est en train de continuer avec la diplomatie. C'est comme ça que le chef de l'État est toujours parti, parce qu'il cherche des alliances, il cherche des alliés. Il est toujours parti, et notre ministre des Affaires étrangères, il n'a pas de repos. Paraît-il que la diplomatie n'échoue jamais. On continue. Un jour, peut-être, ça finira par pardonner. Oui, mais la plus grande recommandation, c'est l'armée. Est-ce que la réinsertion des ex-combattants peut aussi être une solution au retour Bon, actuellement... le gouvernement avait pris la résolution de ne pas intégrer les groupes armés, à condition qu'eux-mêmes se démobilisent d'abord. La démobilisation et réinsertion, est-ce que ça peut être une solution? Oui, c'est une grande solution pour le recrutement dans l'armée. Parce que vous savez, ces gens-là, ils savent se battre. Hein? Parce qu'ils savent se battre. Ils savent manier les armes. Mais ce n'est pas officiel. Ce n'est pas légal. Maintenant, ils doivent officialiser en se faisant enrôler dans les forces armées. Et on a dit que il faudra qu'ils le fassent individuellement. Chacun se fait armer. Pour qu'on sache qui est qui. Oui, et je sais qu'ils ont déjà commencé à le faire. Ils sont en train de s'enrôler. Il y a même des groupes qui sont déjà à Kitona. Il y en a qui sont à Kisangani. Donc, ils se désengagent dans les groupes armés et ils vont dans l'armée officielle. Malheureusement, le PDDRCS traîne. Parce que maintenant, il y en a qui se démobilisent et quand ils trouvent que ça traîne, ils repartent dans la brousse. Oui. Je crois que l'urgence serait aussi le PDDRCS, qu'on sache finalement qui vont partir et qui ne voudront pas intégrer l'armée nationale. L'actualité reste dominée par l'identification et l'enrôlement des électeurs. Dans votre l'ère opérationnelle 3, l'opération est lancée depuis le 16 février. Comment se déroule l'opération au Nord Kivu quand on sait qu'il y a plusieurs déplacés? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez les échos de l'opération? Oui, donc l'opération
dans les zones non encore occupées par le Rwanda, le M23, les opérations se passent très bien. Il y a un engouement massif. Les gens vraiment sont accrochés, attachés à notre pays. Par contre, la CENI, vraiment, je voudrais féliciter l'organisation parce que aujourd'hui, les déplacés sont en train d'être enrôlés. Par exemple, la grande Kanyaruchinya, c'est le grand centre de déplacés, de Rutshuru. Ils ont installé des machines là-bas. Ça ne tombe pas en panne comme partout ailleurs? Bon, au début, d'abord, ça va s'améliorer. Tout début est difficile. Le 16, par exemple, c'était difficile de s'enrôler. Le 17 également. Mais aujourd'hui, on me dit que ça marche très bien. Les gens sont en train de se faire enrôler sans problème. Dans les camps des déplacés, les machines sont là. Quand tu viens t'enrôler, tu dois venir avec deux témoins. Deux témoins qui attestent que vraiment tu viens de Rutshuru ou de Rutshuru d'ailleurs, que tu es déplacé. Tu donnes l'adresse de là d'où tu viens, ta circonscription habituelle, donc ton bureau habituel de vote. Ils mettent tout ça sur ta carte. Et au lac Vert, donc c'est là où il y a les réfugiés de Massissi, ils sont en train d'être enrôlés. Et je vais vous dire que les gens qui sont restés sous domination du Rwanda, ils sont en train par tous les moyens de rejoindre les centres d'enrôlement. Donc vraiment, jusque-là, ça se passe bien partout. À Beni, à Lubero, partout, c'est en train de bien se passer. Les gens sont en train de s'enrôler. Mais vous ne craignez pas qu'il y ait moins d'enrôlés que les précédentes fois et que le Nord Kivu perde quelques sièges? Non, vous ne craignez pas ça? Franchement, bon, je ne pense pas. Je vais voir les gens qui sont à Massissi, les gens qui viennent de Massissi. Je vous dis qu'ils sont en train de fuir là-bas et d'aller se faire enrôler. D'ici à un mois, au cas où on a ajouté, moi je pense que beaucoup de gens auront atteint les centres d'enrôlement. Mais à Butembo, par exemple, il n'y a pas de problème. Tout le monde s'enrôle. À Beni, il n'y a pas de problème. On est en train de s'enrôler, sauf là où il y a les points chauds. Et les gens quittent les points chauds pour aller vers les centres d'enrôlement où c'est relativement calme. Bon, on ne sait jamais, ça peut arriver comme à l'époque par exemple, moi, à Lubero, quand il y avait encore, en 2011, on avait perdu un siège, toujours à cause de ces choses-là. Après, en 2018, le siège est revenu parce qu'il y avait un peu la calmie. Alors, je ne sais pas. On peut perdre un siège peut-être, mais Beni, Butembo, Lubero, les gens sont en train de s'enrôler. Et à Goma également. À Goma, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Massissi a de sérieux problèmes parce que c'est vraiment le coin qui est visé directement par le Rwanda à cause de ces minéraux. Oui, parce que là où ils sont en train de se battre aujourd'hui, peut-être que là-bas, l'enrôlement avait déjà commencé. Maintenant, les gens doivent fuir. Ils vont fuir, peut-être avec les machines. Je ne sais pas la CENI. Mais est-ce que cette insécurité ne pourra pas perturber les élections à venir? Peut-être aussi la campagne électorale. On aura retrouvé la paix, d'ici décembre. Le chef de l'État, il est en train de se battre pour que la diplomatie puisse agir. Mais le M23 devrait se retirer depuis, puis il ne se retire toujours pas. Bon, ils disent que ce qu'ils ont gagné par les armes, ils ne peuvent pas le perdre pacifiquement, il faut qu'on les sorte de là. Alors, peut-être que le chef de l'État, avec ce qu'il est en train de faire comme diplomatie, peut-être que d'ici décembre, il y aura la paix et on pourra voter. Nous le pensons vraiment et nous sommes en train d'y travailler. On s'est dit que il faut que les caucus des députés du Nord Kivu puissent
se rendre un jour au Rwanda, puis se rendre en Ouganda. C'est ce que vous comptez faire bientôt? Oui. Nous voulons le faire. Parce que quand nous voyons le président ougandais, avant la résurgence du M23, il était en train de faire un projet économique avec l'Est de la RDC. Il devait faire les routes de Beni, donc Kasindi, Beni, Butembo, et puis Bunagana, Rutshuru, Goma, parce qu'au milieu, là, il y a le parc. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas pris ça. Mais c'était déjà cela. Et même l'électricité ougandaise devait venir jusqu'à Beni. C'est la guerre qui a tout dérangé. Avec la guerre, il a tout arrêté. On a tout arrêté parce qu'on ne sait plus. Parce qu'il y a son fils qui démontre ouvertement qu'il est avec le Rwanda. Et lorsque son fils a fait entrer le Rwandais par Bunagana, nous avons compris que quelque part l'Ouganda aussi est en train de nous jouer un double jeu. Aujourd'hui, dans les zones occupées par le M23, les médias venus de Kinshasa, notamment Top Congo, sont interdits des diffusions. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vraiment ils ont cette technique-là d'empêcher ils ont interdit les relais. Hein. Ils ont interdit le relais. Les radios de là n'ont plus le droit de prendre le relais des le relais, mais nous écoutons Top Congo directement chez nous là-bas. Nous savons toujours ce qu'il faut faire. Même quand on bloque RFI, nous savons toujours où est-ce que nous allons nous brancher pour écouter. Nous avons Top Congo chez moi, c'est à Kaina, Kanyabayonga, Kaina. Mais Top Congo est suivi là-bas. Et Kaina, c'est pas loin de Rutshuru. Ils sont en train de suivre, ne vous en faites pas. Top Congo passe très bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Merci beaucoup, Madame Jeannette Mapera, députée nationale élue de Lubero, vice-présidente du caucus des députés élus du Nord Kivu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un dernier mot. Je vais d'abord dire, comme on dit chez nous en Swahili, pole sana, pole na mauaji kule kwetu Nord Kivu, pole kuwenyewe kwa wanakimbia, pole kusie bote benye tunapenda République démocratique du Congo, parce que nous sommes les fils et les filles de ce pays. Nous les resterons à jamais, parce que nos pères fondateurs, Lumumba, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Bissoukiro, Mapera, tous ces gens-là, ils nous ont légué un pays uni. Et nous disons que ce pays restera uni à jamais. Nous pouvons prôner le fédéralisme, mais le Congo restera un et indivisible. Je voudrais encore une fois appeler les gens du Nord Kivu à continuer à se faire enrôler massivement. Parce que cet acte-là décourage les gens qui pensent qu'ils peuvent couper un morceau de la RDC et l'amener ailleurs. Non, nous sommes des Congolais. Je lance un appel pathétique, patriotique aux enfants du Nord Kivu, du Grand Nord, de Lubero. Ne vous battez pas entre vous. Cessez de vous battre entre vous. Restons unis, restons solidaires et préparons-nous à combattre plutôt l'ennemi qui nous vient de l'extérieur, qui est le M23, soutenu par le Rwanda. Nous devons nous préparer à le vaincre à Lubero. Nous ne pouvons pas lui donner le flanc parce que pendant que les enfants de Lubero, vous pouvez vous battre entre vous, sachez que le M23 en profite. Il profite de cette division entre vous. Soyez unis, préparez-vous à combattre plutôt les M23. Allez massivement vous faire enrôler parce que la carte d'électeur, c'est votre carte d'identité. C'est la carte qui prouve que vous êtes des Congolais. Ça ouais, moutou. Quand tu ne veux pas aller te faire enrôler, tu n'auras pas la carte d'électeur. Et à chaque fois qu'on va te demander où est ta carte d'électeur, tu ne l'as pas, ça va être la tracasserie qui va commencer. Ne donnez pas l'occasion aux policiers, aux forces négatives, à tout le monde de vous tracasser alors que la carte d'électeur est gratuite. Pour ceux qui sont en train de fuir
soyez calmes, nous avons 1 mois. Nous avons 1 mois. Quand nos enfants auront fini de se battre entre eux, nous finirons de nous enrôler partout. Mais je vous exhorte à vous approcher des bureaux les plus proches de chez vous pour vous faire enrôler afin d'avoir votre carte d'électeur, qui est votre carte d'identité, qui est aussi le précurseur pour la carte de citoyen congolais. Parce que quand tu as enrôlé, tu n'as pas ta carte pour citoyen congolais. N'hésitez pas. Si vous voyez un bureau d'enrôlement, allez-y, dites d'où vous venez. La CENI a déjà organisé cette affaire-là. Sema mina toka Muhangi, kwangu ni fasi fulani, mina votaka ku école primaire fulani. Bata ku enrôler na batatia ile marenseignement ku carte yako. Mutu asikudanganya seme usikose carte, kisha ubakie, unakuwa saka mawenjo infiltré wa Nord Kivu. Voilà, et c'est le dernier mot que j'adresse à mes compatriotes, à mes frères et sœurs de Lubero, de Butembo, de Beni, du Nord Kivu entier. Pour ceux de Massissi, je dis, nous sommes solidaires. Vous êtes à Massissi, vous êtes au Nord Kivu, vous êtes au Congo. Nous sommes solidaires. J'en appelle à toutes les tribus du Nord Kivu de ne pas prêter le flanc au Rwanda, qui chaque fois vient fragiliser nos frères Tutsi, Hutu, sous prétexte qu'ils viennent les protéger. C'est faux. Ils viennent de tuer le chef de la communauté Tutsi à Rutshuru. Mais ils ne l'ont pas protégé, ils l'ont plutôt tué. Donc ne tombez pas dans ces pièges-là de stigmatiser nos frères. Restons unis, restons solidaires entre nous les tribus du Nord Kivu. Nord Kivu ni yetu, hakuna nyata idebaka. Minere tabakiaka na batoto wetu batekutanaka. Merci beaucoup, Madame Jeannette Mapera. Votre message a été entendu. Allez vous faire enrôler pour ne pas être assimilé aux forces négatives. Restez positifs, restez unis, parce que le Nord Kivu ne sera pas coupé de la République démocratique du Congo. Les minerais ne seront pas épuisés. Vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants retrouveront ces minerais. C'était un plaisir pour nous de vous avoir dans ce studio. C'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro du débat au féminin qui recevait Madame Jeannette Mapera, députée nationale, élue de Lubero. Elle est vice-présidente du caucus des députés élus de la province du Nord Kivu. Ce magazine est à retrouver chaque samedi après le journal de 13h et en rediffusion tous les dimanches après le journal de 19h. Mamichela a été devant ce micro. Isabelle Mwengo nous a aidé dans la préparation de cette émission. Coordination assurée par Miguel Mena. Prise de vue assurée par Dani Isayobi. Chris Bivoul a été du côté de la prise de son. Vous pouvez contacter le débat au féminin au 09 97 90 93 22 09 97 90 93 22. C'est le numéro par lequel vous pouvez entrer en contact avec votre magazine Le Débat au féminin. Nous nous séparons par ici. Dieu voulant, nous allons nous retrouver très très bientôt pour un autre numéro. Restez branchés au programme de Top Congo FM. Pourquoi la situation sécuritaire continue de se dégrader à l'est du pays malgré les efforts des autorités congolaises? Pourquoi les M23 occupent progressivement les zones riches en minerais? Le débat au féminin en parle ce samedi avec Jeannette Mapera, députée nationale, élue de Lubero et vice-présidente du caucus des députés du Nord Kivu. Le débat au féminin tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22.